nouvelle session de vidéo sur l'événement qui parlera de 10 stratégies pour garder le contrôle de vos coûts cloud. Donc, je me présente, je m'appelle Héritier Kondolo, je suis MVP Azure et j'ai un invité spécial donc, qui est déjà habitué. Donc, je vais le laisser lui-même se présenter pour qu'il puisse faire l'introduction et qu'il passe directement à la partie présentation. Excellent, parfait. Juste avant qu'on commence, Héritier, je te mets en charge de la modération des questions. S'il y a des questions, tu me le dis. On va les prendre au fur et à mesure. Ça marche? Pas de problème, ça marche. Parfait, excellent. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. C'est très apprécié de vous avoir un samedi avec nous. Merci, Héritier, pour l'invitation. Je t'en prie. Avec plaisir. Donc, mon nom est Tidjani Belmansour. Pour ma part, je suis aussi MVP Azure, comme mon ami Héritier. Et je suis directeur en fait du centre d'excellence Azure pour une firme de consultants au Canada. Donc, tout ce qui touche le volet Azure, je vous dirais, que ce soit la formation, certification, développement des offres de services, commercialisation des offres de services, ça tombe dans ma cour. Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est un sujet, il n'y aura pas de démo technique. C'est vraiment un sujet en mode retour d'expérience dans lequel je vais vous partager 10 stratégies pour garder le contrôle de vos coûts cloud. Première chose, pourquoi ce n'est pas des démos techniques, c'est plus un mode retour d'expérience. Parce que moi, personnellement, je fais du cloud depuis 2009, donc du Azure essentiellement depuis 2009. Puis, je fais ce qu'on appelle du FinOps avant même que le terme FinOps soit officialisé. J'en fais depuis 2017-2018 auprès de différents clients, que ce soit gouvernementaux, privés, petits, grands clients. Okay? Puis, la session d'aujourd'hui, c'est un peu de compiler tout ce retour d'expérience, tout ce vécu-là, puis vous partager 10 des stratégies que je vous recommande pour pouvoir maintenir vos coûts dans le cloud. Deuxième point, vous remarquerez que je ne parle pas de réduire les coûts. D'accord? Beaucoup d'entreprises vont vous dire, OK, on veut réduire nos coûts dans le cloud. L'objectif ici, c'est de garder le contrôle sur les coûts, c'est-à-dire de s'assurer qu'on a une visibilité, on sait pourquoi on paye. Et deuxièmement, c'est de maximiser le profit de ces coûts-là. Donc, le retour sur investissement, on veut aller le maximiser. D'accord? Ce que j'aime dire à mes clients, c'est que si vous voulez réduire les coûts, vous n'avez qu'à prendre des services gratuits d'Azure, AWS, peu importe. Mais est-ce que ça répond à vos besoins d'affaires? La réponse est bien souvent non. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'objectif ultime n'est pas de réduire les coûts, mais de maximiser le retour sur investissement. OK? Parfait. Troisième élément que je voulais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que même si je suis un expert Azure, j'ai fait un petit peu d'AWS, mais je suis essentiellement mon cœur penche plus du côté Azure, mais la majorité des stratégies qu'on va vous présenter aujourd'hui restent valides, peu importe la plateforme cloud que vous utilisez. Que ce soit du Azure, AWS, Google, OVH, choisissez la plateforme que vous aimez. La majorité des stratégies que nous allons voir aujourd'hui vont s'appliquer. Pourquoi est-ce que cet élément est intéressant, même si j'imagine que la plupart d'entre vous sont plus portés du côté Azure, c'est que sûrement certains d'entre vous le font déjà ou vont être amenés à travailler dans un contexte multi-cloud. D'accord? On voit beaucoup d'entreprises en ce moment qui adoptent des stratégies multi-cloud. Et le fait de comprendre ces stratégies, de les avoir en tête, ça va vous permettre d'optimiser vos coûts, peu importe la plateforme où vous allez vous retrouver. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Et je commencerai par une question. Généralement, cette présentation, quand je la fais devant un public, je vais me la poser, puis ça me donne une vision déjà de la salle. Donc, la question, c'est qui utilise le cloud, que ce soit Azure, AWS, peu importe. Donc là, j'imagine que la majorité de ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui vont lever la main. Donc, pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous rappelez-vous, au début
de l'adoption du cloud, lorsque les entreprises commençaient à apprivoiser cette bête là, qui est le cloud, puis de dire c'est quoi ça, qu'est-ce que je peux faire avec, puis en quoi ça va changer ma vie. Le premier enjeu, ou l'enjeu plutôt principal qui freinait les entreprises d'aller dans le cloud, vous rappelez-vous, c'est quoi? C'est la sécurité. D'accord? On avait des réticences au niveau de la sécurité du cloud. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que mes données sont sûres? Qui peut aller les voir? Qui peut les consommer? Etc., 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 etc. D'accord? Donc là, je ne ferai pas une dissertation aujourd'hui sur la sécurité du cloud. C'est un autre sujet en soi. On pourra en reparler à un moment donné si vous le souhaitez. Mais l'objectif ici, c'est de vous dire que une fois qu'on a passé cette barrière-là d'entrée dans le cloud, puis qu'on a, on a répondu à ces inquiétudes des différentes entreprises par rapport à la sécurité du cloud, maintenant, on se retrouve face à d'autres inquiétudes. Okay? Puis c'est une inquiétude qui fait en sorte que certaines entreprises vont rester dans le cloud et d'autres vont décider de sortir du cloud. Vous avez sûrement entendu déjà ou vu des articles de journaux qui disent « Ah, telle entreprise ou tel gouvernement a décidé de sortir du cloud. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. » D'accord? Donc aujourd'hui, le plus gros enjeu au niveau de la continuité d'utiliser le cloud, c'est les enjeux financiers. D'accord? C'est pour ça que ce volet-là, de ce qu'on entend de plus en plus maintenant, le volet FinOps, l'optimisation des coûts, etc., ça devient de plus en plus important. Cette phrase, je suis sûr que vous l'avez tous entendue au moins une fois. Okay? Pour ma part, ça fait quasiment partie de mon quotidien. Okay? À chaque fois qu'on a des clients qui nous approchent pour les aider dans leur adoption ou leur optimisation du cloud, cette question-là revient. Le cloud, ça coûte cher. D'accord? En fait, la réponse que j'aime donner à mes clients par rapport à cette question-là, c'est que oui, le cloud, ça coûte cher, mais quand c'est mal utilisé et ou mal exploité. D'accord? Comment est-ce qu'on détermine que on utilise mal ou on exploite mal le cloud? En fait, la première question ou la première étape dans l'adoption du cloud, c'est toujours de se poser la question, pourquoi est-ce que j'utilise le cloud? Pourquoi est-ce que je veux aller dans le cloud? C'est quoi mes motivations d'aller dans le cloud? D'accord? Donc là, vous avez l'ensemble, pour ceux qui sont familiers avec le Cloud Adoption Framework, vous rappelez que la première étape, c'est justement de déterminer les motivations. Donc pour certaines organisations, c'est de moderniser leurs centres de données, leurs data centers qui sont vieillissants ou qui ne répondent plus à leurs besoins. Pour d'autres entreprises, c'est pour se conformer à la loi ou aux réglementations de leur industrie. Et, pourquoi certaines entreprises ne le font pas tout simplement sur site, mais vont le faire dans le cloud? Parce qu'ils font une analyse technico-économique, puis ils se rendent compte que ça leur coûterait beaucoup plus cher de mettre en place les mécanismes sur site pour se conformer aux réglementations plutôt que d'aller dans le cloud où les services et les solutions sont déjà conformes. Il y a déjà des mécanismes pour être conformes face à ces réglementations-là. Donc, le même genre d'exercice devrait s'appliquer aussi lorsqu'on décide pourquoi est-ce qu'on veut optimiser nos coûts? En fait, c'est quoi nos priorités d'optimisation de coûts? Et là, c'est toujours, comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est d'éviter la fameuse réponse automatique et rapide qui est je veux baisser mes coûts. D'accord? Donc, vous direz les motivations ou les priorités d'optimiser nos coûts dans le cloud, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de maximiser notre retour sur investissement. Okay? Dans certains cas, il faut accepter le fait qu'on va payer un certain prix. Ce prix est là. Maintenant, est-ce qu'on peut maximiser notre retour sur investissement avec ce prix-là? Puis, surprenamment, dans la majorité des cas, la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver des fois avec des services qui sont sous-utilisés ou
des manques de capacité, pas des manques de capacité, mais des capacités plutôt surdimensionnées qu'on peut réaffecter à d'autres charges de travail. D'accord? L'autre raison, ça c'est la raison principale lorsque vous parlez aux équipes de finance et d'approvisionnement dans une organisation, c'est qu'ils veulent avoir une prévisibilité sur les coûts. Ça, c'est le plus gros enjeu que le cloud a amené. C'est qu'avant, quand vous aviez des data centers sur site, c'était surtout des dépenses d'immobilisation, c'était ce qu'on appelle en mode CAPEX. C'est plus immobilisation, donc vous payez pour des serveurs ou des infrastructures technologiques, puis que vous les utilisiez ou pas, que vous les exploitiez à leur plein potentiel ou pas, ça ne coûtait pas plus cher. Okay? Donc, d'un point de vue financier, pour les équipes de finance et d'approvisionnement, c'était facile à avoir une prévision budgétaire. Si vous voulez, le fameux tableau d'amortissement était facile à déterminer. Dans le cloud, où on est plus en mode je paye à la consommation, surtout si la consommation, elle, est difficile à prévoir, ben c'est plus difficile pour des équipes, les équipes de finance et d'approvisionnement d'avoir cette prévisibilité sur les coûts. D'accord? Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non. Dans certains cas, vous pouvez le prédire, je vous dirais, avec un très haut degré de précision. Ok? Ouais, vas-y. Non, j'allais rajouter ça. Parfait, merci, Héritier. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous êtes dans un contexte gouvernemental. Okay? C'est une agence gouvernementale qui dessert une population X, okay? Une population d'une taille déterminée. En fait, on s'attend, il est très rare, voire impossible, que la taille de la population change significativement d'une année à une autre. Okay? Donc, la prévision des budgets cloud est relativement facile à faire. Okay? Tandis que si vous bâtissiez le prochain Facebook ou le prochain, je sais pas moi, LinkedIn ou Twitter ou autre, où vous n'avez aucune idée sur le nombre d'utilisateurs qui vont adopter ou pas votre service, là, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qui est, je vous dirais, le plus important, qui arrive très rapidement dans la discussion, c'est favoriser l'innovation. Okay? Pourquoi? Parce que quand on veut favoriser l'innovation, souvent, on va être en mode exploration, en mode essai. On va tester des choses, mais on n'a aucune garantie que ça va marcher. On n'a aucune garantie que ça va amener le retour sur investissement escompté. D'accord? C'est ça l'innovation, c'est d'amener quelque chose qui n'existe pas ou que très peu d'autres organisations ont fait. D'accord? Donc, quand vous êtes dans ce mode-là, si vous le faites dans votre data center sur site, bien souvent, vous allez devoir acheter du matériel, acheter des licences logicielles, etc., etc. Donc, c'est des dépenses d'immobilisation. Mais si vous vous rendez compte que ça amène pas le retour sur investissement escompté, ben vous venez de dépenser un certain montant d'argent qui, dépendamment de la capacité financière de votre organisation, peut être non négligeable. D'accord? Et du coup, ben, c'est très difficile souvent de rentabiliser cet investissement-là, voire de l'annuler. D'accord? C'est pour ça que le cloud est très intéressant dans ce mode-là, parce que vous allez faire un projet d'innovation. Généralement, vous commencez par une preuve de concept, la fameuse POC, puis ça vous coûter peut-être quoi, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, puis si vous vous rendez compte que ça ne fait pas l'affaire, ben, vous venez de perdre, entre guillemets, perdre 1000, 5000, 10 000 euros. Pour la majorité des entreprises, elles sont prêtes à vivre avec. Ce n'est pas un gros enjeu en soi. D'accord? C'est mieux que de perdre 100 000, 500 000, voire 1 million d'euros. D'accord? Donc, pour tout ce qui est innovation, le cloud est aussi une solution très, très intéressante. Donc,
Je vais rester sur ces 3 éléments-là. Il y en a d'autres, mais ce sont les 3 éléments qui arrivent très, très, très rapidement dans une discussion avec un client. D'accord? Comme je vous ai dit, l'objectif n'est pas de vous apprendre comment faire des budgets, des alertes. Je sais que tout le monde sait faire ça. Je suis certain que vous l'avez déjà fait. L'objectif, c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience sur des stratégies concrètes de comment est-ce qu'on peut aller chercher soit des économies, soit de maximiser nos investissements, soit de s'assurer d'avoir une visibilité sur nos coûts cloud. Parce que quand on arrive, moi et mon équipe, en intervention chez un client, la première douleur, entre guillemets, qu'on remarque, c'est puis bien souvent, des clients nous le disent, on ne sait pas pourquoi on paye. Ça nous coûte X milliers d'euros par mois, et on ne sait pas où va cet argent. Okay? Donc, la première étape, c'est vraiment s'assurer d'avoir cette visibilité sur les coûts. Okay? Vous allez remarquer quelque chose, c'est que ces stratégies-là ne sont pas que des stratégies techniques. Okay? Il y a aussi des stratégies qui sont plus d'ordre organisationnel. Okay? Pourquoi? Parce que pour ceux et celles d'entre vous qui ont travaillé sur des projets d'adoption du cloud, le cloud, c'est vraiment un changement de paradigme au niveau de l'entreprise, pas juste au niveau de l'équipe technique. C'est pas comme de dire, je passe de Windows 10 à Windows 11 ou de Windows Server 2016 à Windows Server 2025. Pas une considération que technique, c'est vraiment une considération organisationnelle. Ça change beaucoup de façons de faire dans l'organisation. Une de ces façons de faire, c'est ce que je vous avais dit un peu plus tôt, c'est justement au niveau financier. Comment est-ce qu'on fait le suivi, l'imputabilité, l'amortissement de ce genre de nouveaux coûts. Okay? Donc, c'était une longue introduction. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. En profiter pour... je me suis déjà présenté tout à l'heure. Donc, cette slide-là, vous avez mes coordonnées, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn. Je suis plus sur LinkedIn que sur Twitter, pour être très honnête avec vous. Donc, si vous voulez me joindre, n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Première stratégie, se doter d'une équipe FinOps. Avant d'aller plus loin, Héritier, est-ce qu'il y a des questions à date? Oui, déjà, il y avait une question, donc je vais nous rajouter de Paulin, qui dit c'est important de savoir comment le budgétiser. Donc, il a posé cette question pendant que tu parlais de budget, comment faire pour gérer cette partie budgétisation, prévention, prédiction, je dirais même de la consommation qu'on pourra avoir. Exactement. Paulin, tu as tout à fait raison. Puis, pour faire un peu du pouce sur ce que tu dis, c'est que pour pouvoir budgétiser adéquatement, bien souvent, on a, je vous dirais, différentes façons de faire, mais les plus communes, c'est soit de se baser sur l'historique d'une application, dire, OK, historiquement, ça nous coûtait tant, donc on peut budgétiser pour les années prochaines, en disant, OK, cette année, je m'attends à une augmentation de ma base d'utilisateurs de 10%, 15%, 20%. Donc, je prévois mon budget en conséquence. D'accord? L'autre élément, c'est que lorsqu'on n'a pas d'historique, des fois, on arrive chez des clients où c'est une nouvelle application et c'est pas une refonte d'une application existante, c'est pas une migration d'une application existante, c'est vraiment une nouvelle application. Puis là, comment est-ce qu'on fait pour budgéter? Donc là, ce qu'on fait, c'est bien souvent, on va se baser sur différents critères, notamment le nombre d'utilisateurs. Puis, dans certains cas, on s'est retrouvé avec des clients qui n'avaient pas l'information sur le nombre d'utilisateurs. Donc, ce qu'on recherche, c'est le nombre de requêtes au système. OK, tu ne sais pas combien d'utilisateurs, mais tu t'attends à combien de requêtes dans ton système-là. Puis, ça peut être, je vous dirais, vraiment des fois au pifomètre, mais des fois, ça peut être un peu plus précis. Mais on travaille avec l'information qu'on a. Donc, quand on n'a pas une information qui est très, très précise, on commence par mettre en place un budget, okay, en fonction de ce qu'on a comme information ou en fonction des contraintes techniques de la solution. On se dit, regarde, en dessous de
tant de CPU, tant de RAM, on sait que le système va laguer, ça va être lent, il va y avoir des délais, puis ça va être désagréable pour l'expérience utilisateur. Donc, voici le SKU, voici le dimensionnement des ressources qu'on va mettre en place pour avoir une bonne expérience utilisateur. Okay? Puis, on va surveiller ce budget-là mensuellement. Okay? Généralement, sur les 3 à 6 premiers mois, on a une bonne visibilité sur l'utilisation. Puis, au fur et à mesure, on va raffiner le budget. D'accord? Donc, c'est généralement les 2 stratégies de budgétisation au niveau solution applicative qu'on va appliquer. OK? Effectivement. Donc, je pourrais juste rajouter une petite chose, c'est que Bien sûr. je pense que cette stratégie de gestion de budget ou de prévention de budget va devoir varier sur base de quel service cloud qu'on prend. Donc, je pourrais donner un petit exemple avec l'abonnement Office 365 qui est aussi hébergé sur les clouds. Donc, on pourra essayer de faire une estimation en termes de la population qu'on a et connaître, l'aligner avec la stratégie de l'entreprise. Si l'entreprise prévoit d'engager de nouvelles personnes, est-ce que ces personnes-là auront besoin de boîtes mail? Ils auront besoin d'utiliser quel type d'application? Et on essaie d'aligner ça avec le IT, la stratégie IT, pour pouvoir prédire ou réserver la quantité de licences qu'il faut. Exactement. Puis tu touches un élément qui est très intéressant et très important. Le volet gestion des coûts ou ce que certaines entreprises appellent FinOps, quand on arrive dans une entreprise, on amène souvent cet élément à la discussion. Est-ce que dans votre pratique FinOps, vous voulez juste surveiller vos coûts cloud ou surveiller vos coûts en général? Donc, ça implique les coûts on-prem, donc les solutions locales que vous utilisez, les coûts de licence logicielle que vous utilisez, par exemple M365 de ce monde ou autre, et toutes les autres solutions SaaS que vous utilisez. OK? Parce qu'en fait, je te dirais, dépendamment de la maturité de l'entreprise, on va souvent commencer par exemple, les coûts cloud, puis plus on prend de la maturité, on va élargir à aller chercher plus de coûts. Pourquoi? Parce que l'objectif, si tu veux optimiser tes coûts, surtout au niveau budgétisation, au niveau financier, ben là, tu vas vouloir avoir une perspective sur l'ensemble de l'œuvre. OK? Effectivement. Surtout si tu me dis, moi j'ai une solution logicielle que j'ai développée, que j'ai déployée dans Azure ou AWS ou peu importe quelle plateforme cloud. Cette solution-là, elle utilise un service SaaS. Twilio de ce monde, par exemple. OK? Ben là, le coût, le budget de ta solution logicielle, ce n'est pas juste tes coûts Azure, c'est aussi tes licences. Externes. OK? Donc, c'est ça le budget de ton système. Et du coup, si tu veux savoir combien coûte cette solution logicielle à l'organisation, tu dois avoir cette vue d'ensemble de tous les éléments qui font en sorte que cette solution logicielle livre de la valeur pour l'entreprise. Effectivement. Ça va? Ok, c'est bon. Donc, je pense qu'on a répondu à la question de Paulin. Je te laisse continuer. Parfait. Donc, première stratégie, se doter d'une équipe FinOps. Donc, vous voyez ici, on n'est pas sur une stratégie technique. Puis là, généralement, je pose la question à main levée. Est-ce que, pour ceux et celles qui travaillent dans un contexte cloud, est-ce que vous avez ce qu'on appelle un Cloud Center of Excellence? Donc, dans le modèle d'adoption du cloud, le CAF, on doit se doter d'une équipe qui est un centre d'excellence infonuagique, comme on appelle ça ici. En anglais, on appelle ça un Cloud Center of Excellence. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, en gros, c'est vraiment une entité avec différentes parties prenantes au niveau de l'architecture logicielle, architecture technologique, réseautique, télécom et tout ça, toutes les personnes qui représentent les différentes parties prenantes dans l'organisation. Il y a aussi le niveau affaires, il ne faut pas l'oublier, le niveau business. Puis ces personnes-là sont les garants, les gardiens de l'adoption du cloud, de la saine adoption du cloud. Donc les décisions au niveau des stratégies cloud doivent d'abord passer et être approuvées par ce comité-là. Okay? Ensuite, elles sont descendues plus bas sous forme de pratiques plus
techniques, technologiques, jusqu'aux équipes de produits ou de projets. D'accord? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, première chose, si votre organisation est assez grosse, assez mature et sérieuse dans son adoption du cloud, vous devez avoir un centre d'excellence infonuagique. Premier élément. Deuxième élément, lorsque vous mettez en place une équipe FinOps, l'équipe FinOps doit avoir un siège au niveau du centre d'excellence infonuagique, au niveau du Cloud Center of Excellence. Pourquoi? Parce que les décisions techniques, technologiques doivent toujours avoir une perspective financière, une perspective de coût. Parce qu'une fois que vous avez pris des décisions techniques, technologiques sans considérer le volet coût, ben, paradoxalement, ça vous coûtait plus cher de rectifier le tir que d'avoir pris les bonnes décisions au départ. D'accord? Donc, si vous avez un centre d'excellence infonuagique, un Cloud Center of Excellence, pensez à inclure l'équipe FinOps dans ce centre-là. Ça paraît anodin comme ça, mais j'ai vécu dans différentes situations où les deux équipes ne se parlaient pas. OK? Puis c'est pour cette raison-là, oui, mais l'un prend plus les décisions, les orientations au niveau de l'adoption du cloud, puis l'autre, c'est plus l'optimisation des coûts. Oui, mais ils doivent se parler. OK? Maintenant, quand on parle d'équipe FinOps, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on parle d'équipe FinOps? Je dirais, beaucoup d'organisations cherchent une licorne. C'est-à-dire un profil FinOps qui est capable de faire autant le volet financier que le volet technique. Et c'est rarement le cas. Okay? Donc, c'est pourquoi le modèle qu'on propose, puis le modèle qu'on met souvent en place, c'est ce modèle-là, le modèle d'équipe FinOps. Donc, d'un côté, on va avoir un profil analyste FinOps, d'un autre côté, on va avoir un profil ingénieur FinOps, et cette équipe-là est chapeautée par ce qu'on appelle un leader FinOps, d'accord? Je parle de profil et non pas de personne. C'est très, très important. Pourquoi? Premièrement, parce que dépendamment de l'envergure de votre entreprise, vous pouvez avoir besoin de plusieurs analystes, voire de plusieurs ingénieurs FinOps. Okay? Par contre, vous devriez avoir un seul leader FinOps. Okay. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi le rôle de ces trois profils-là? À quoi ils servent? En fait, si on commence par l'ingénieur FinOps, c'est généralement un architecte cloud qu'on va aller chercher, puis qu'on va aller former sur les pratiques FinOps. D'accord? Donc, cette personne-là, son rôle au sein de l'équipe FinOps va être d'identifier des stratégies d'optimisation, incluant les différents SKU et les services à utiliser, d'assurer la veille sur les services et les SKU, les changements de SKU. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, puis comme j'aime à le dire, le cloud est une cible en mouvement. Donc, il y a beaucoup d'évolutions dans le cloud. Périodiquement, il y a des nouveaux services qui apparaissent, des anciens services qui sont mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux SKU. Et plus rarement, mais ça arrive, des services qui disparaissent. Okay? Donc, quand ce genre de phénomène arrive, il est important de faire une veille puis de s'assurer que notre solution est encore la plus optimale d'un point de vue coût. D'accord? Et troisième élément qui fait partie du rôle de l'ingénieur FinOps, c'est de collaborer avec les équipes de produits pour implémenter les stratégies d'optimisation qui auront été identifiées. Ce point-là est très, très important. On ne dit pas implémenter les stratégies, mais collaborer avec les équipes de produits pour l'implémentation de ces stratégies. Pourquoi? Parce que ce sont les équipes de produits qui connaissent le mieux leur système. Okay? C'est eux qui savent comment il est conçu, c'est eux qui savent comment ça fonctionne, puis pourquoi c'était designé de cette manière-là. Okay? Donc, oui, on peut voir des opportunités d'optimisation, mais des fois, elles ne s'appliquent pas. D'accord? Un exemple commun qu'on retrouve souvent, c'est regarde, tu peux baisser ton SKU de tel niveau vers tel niveau, puis tu vas économiser des coûts. Le problème, c'est que si je le fais, ben, je perds certaines fonctionnalités qui sont requises pour la conformité de mon système aux normes de mon industrie.
Donc, je ne peux pas le faire. OK? Un autre cas de figure, c'est pour ceux et celles qui s'en rappellent, lorsque dans Azure App Service, par exemple, le SKU Premium V3 est arrivé, il était moins cher que Premium V2. Puis on pouvait aller dans le portail d'Azure et dire je choisis Premium V3, sauvegarder, puis pouf, je viens d'économiser 30% de ma facture. Génial! Oui, mais non. Pourquoi? Parce que ce SKU-là est arrivé avec certaines contraintes au niveau technique. Par exemple, je pense qu'il avait introduit l'obligation d'être sur le TLS 1.2. Il y avait des contraintes comme ça spécifiques à ce SKU-là. Mais dans certains cas, que j'avais vécu notamment avec un client, son applicatif n'était pas capable de supporter cette version de TLS. Donc, il fallait faire des modifications au niveau de l'applicatif lui-même pour être capable de supporter TLS 1.2. Et en fait, quand on avait fait une analyse coût-bénéfice, on s'est rendu compte que ça aurait coûté plus cher de modifier le système, de coder des nouvelles fonctionnalités dans le système, que l'économie de coût qu'on allait gagner. D'accord? Donc, pour ça que c'est jamais l'ingénieur FinOps qui prend cette décision d'appliquer des optimisations, mais il se réfère toujours aux équipes de produits parce que ces personnes-là qui savent exactement comment fonctionne leur système. Deuxième élément, analyste FinOps. L'analyste FinOps, c'est un profil qui a plus un bagage en finance. Donc, quelqu'un qui fait généralement partie de l'équipe finance ou approvisionnement. Puis le rôle de cette personne-là, c'est d'effectuer le suivi des dépenses et des factures, d'analyser les tendances de consommation et d'identifier les opportunités d'optimisation. Par exemple, la personne voit que au mois de février, mars, il y a toujours un pic de consommation, mais que ça descend après les mois restants. Donc, on voit qu'il y a des possibilités d'optimisation durant ces mois-là. Cette personne-là n'a pas la profondeur technique pour savoir quoi optimiser dans les différents applicatifs, mais elle voit qu'il y a une possibilité d'optimisation à ce niveau-là. Puis, cette personne-là va aussi concevoir et maintenir des modèles prévisionnels de coûts. Donc, s'assurer au niveau budgétisation qu'on est capable, qu'on rentre dans nos budgets. Pourquoi? Parce que on a déjà vécu chez certains clients, on n'a pas de modèle prévisionnel des budgets, puis on se rend compte que rendu au mois de septembre, on est quasiment à la limite de notre budget, puis on ne va pas être capable de se rendre jusqu'au mois de décembre avec le budget actuel. Est-ce que ça veut dire que c'est mal? Non, il y a des fois des éléments qui expliquent cette situation-là, mais le fait de le savoir, ça nous permet justement par exemple, soit d'optimiser nos enveloppes budgétaires, parce qu'il y a peut-être d'autres systèmes qui ont consommé moins et qu'on peut réallouer ces crédits-là, si vous voulez, à d'autres systèmes qui en ont plus besoin, ou tout simplement de refaire des demandes de budget ou des demandes pour étendre notre enveloppe budgétaire pour compléter notre année. D'accord? Mais le secret là-dedans, c'est la visibilité, il faut le voir. Et finalement, le leader FinOps. Le leader FinOps, c'est le promoteur de l'équipe FinOps, un peu le cheerleader de l'équipe FinOps. Puis c'est lui qui va être le point de contact entre l'équipe FinOps et le reste de l'entreprise. Donc, vous l'aurez compris, c'est le leader FinOps qui va siéger au Cloud Center of Excellence. Okay? Puis cette personne-là, généralement, on va chercher quelqu'un qui a un rôle d'influence dans l'entreprise, qui est capable de faire valoir son point. Okay? Et c'est pour ça que souvent, c'est soit un VP, un gestionnaire ou des fois un directeur, mais qui a vraiment un pouvoir d'influence au sein de l'organisation. Donc ici, vous voyez, l'équipe FinOps se retrouve au centre du Cloud Center of Excellence. Okay? A-t-on des questions jusque-là? Il y a une autre question venant de Gaston. Je vais rajouter. Comment commencer lorsque on est devant une entreprise qui a son cloud depuis longtemps et qu'on attend du nouveau technicien une continuité de ce qui doit être fait, quoi. OK. C'est une excellente question. Et là, je te dirais, c'est en fait le volet scaling, le volet formation est très, très important. Quand on approche les clients pour l'adoption du FinOps, on a toujours un volet formation des équipes.
Donc là, ce qu'on discute avec les gestionnaires, c'est, je comprends que ton technicien a des tâches à faire, c'est sa routine entre guillemets quotidienne, mais on s'organise, surtout quand on n'a pas encore des ressources qui sont dédiées à faire du FinOps dans le cloud. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on négocie avec les gestionnaires pour avoir du temps de ce technicien-là. Souvent, ce qu'on va faire, c'est de dire, OK, regarde, ton technicien, pendant 4 jours par semaine, il va faire ses tâches récurrentes, ses tâches habituelles, puis tu nous le donnes pendant une journée semaine pour le former et le monter en compétences. Puis dans notre stratégie de montée en compétences, ce qu'on fait, c'est que oui, il y a de la formation, on va dire plus théorique, on le réfère à du matériel de formation pour apprendre les bases, mais après, on fait du mentorat pour le volet plus technique. Donc, au lieu qu'ils pratiquent ça sur des labs ou des exemples Hello World, entre guillemets, là, on applique ces connaissances et ces compétences-là sur leur système, les systèmes de l'entreprise. D'accord? Parce que c'est de cette manière-là qu'il va consolider ses apprentissages. Okay. Mais pour répondre à la question, il n'y a pas de recette miracle. C'est sûr que ça prend un engagement de la gestion pour pouvoir libérer du temps de ces personnes-là. Okay. J'espère que ça répond à la question. Exact. Okay. Alors, on continue. OK. Pas d'autres questions, date? Ça va? Non, c'est bon. C'était une question. Excellent. Deuxième stratégie, je suis sûr que tout le monde la connaît, mais elle est importante. Le tagging, donc l'identification des ressources avec des tags. Okay? Vous allez me dire, oui, mais ça n'a rien de spécial, rien de nouveau. En fait, rien de nouveau, certes, mais ça a quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que quand on applique des tags, ça nous permet justement d'avoir une gouvernance sur ces ressources-là. Puis ça, j'aime toujours le dire à nos clients, c'est une ressource taguée est une ressource gouvernée. Si je n'ai pas de tag sur une ressource, je ne sais pas à quoi elle sert. Je ne sais pas à qui elle appartient. Si j'ai un problème avec ou j'ai une opportunité d'optimisation sur cette ressource-là, je ne sais pas qui contacter. Parce que vous le savez, dans le cloud, une solution applicative dans le cloud, c'est souvent un amalgame ou une agrégation de différentes ressources. Okay? Donc, si je ne sais pas cette ressource-là, elle appartient à quel applicatif, à quel département, est-ce que c'est de la prod, est-ce que c'est un environnement de QA, du dev. Donc, c'est difficile pour moi de gérer ou de gouverner cette ressource-là. Maintenant, il existe des tags, c'est sûr que la stratégie de tag en soi est laissée à la discrétion de l'entreprise, mais il existe des tags qui sont communément utilisés. Le premier, ça va être le cost center, donc ça va nous dire, OK, cette ressource-là est facturée à quel département ou à quelle enveloppe budgétaire. Okay? Ça, pour les équipes de finance, ils adorent ça, ils sont capables de faire un mapping entre ce que ça coûte, puis dans quelle enveloppe budgétaire ça va. D'accord? Le workload ou l'applicatif, ça me permet de savoir ça appartient à quel applicatif. Cette ressource-là, elle fait référence à quel applicatif. Pourquoi cette information est importante? Parce qu'à la fin, à la fin de l'année, je suis capable de savoir que tel système m'a coûté tant, mais c'est quoi le retour sur investissement de ce système-là? Okay? Puis le retour sur investissement n'est pas toujours pécunier. Hein? Il peut être pécunier dans le sens où oui, ce système-là nous a coûté n'importe quoi 10 000 euros cette année, mais il nous a rapporté 150 000 euros de recettes. Parce que c'est un système, par exemple, de billetterie, les gens achètent des billets de spectacle ou autre, peu importe. Okay? Donc, je suis capable de faire le ratio, ce que ça m'a coûté versus ce que ça m'a rapporté. Mais tu as d'autres systèmes qui sont plus des systèmes de soutien à l'entreprise. Exemple, tu as un système de gestion de la paye, de gestion des ressources humaines, etc. Ça ne te rapporte pas de l'argent à l'entreprise, mais ça aide l'entreprise à fonctionner. OK? OK. Ensuite, on a d'autres types de tags. Je vous dirais, certains éléments qui sont importants ici, c'est notamment tout ce qui est la criticité, le niveau de service et tout ça. Pourquoi ces éléments sont importants? Parce que ça me permet de savoir si je touche à cette ressource-là, puis qu'elle arrête de fonctionner, est-ce que je mets l'entreprise dans la bouse? Est-ce que je la mets dans la bouse ou pas? OK? C'est ça. Donc, ça me permet d'être, on va dire, plus pointilleux
sur les modifications que je fais à cette ressource-là. Maintenant, une fois que j'ai établi ma stratégie de tag puis que je l'ai appliquée, ça me permet de filtrer des ressources par tag. D'accord? Donc, je peux dire, c'est quoi les ressources Azure, AWS ou peu importe, qui sont utilisées pour telle application dans l'environnement de dev ou dans l'environnement de prod. Donc, je peux le filtrer puis voir les ressources. D'accord? Je peux aussi avoir une visibilité sur les coûts. Combien me coûte telle application dans l'environnement de dev. OK? Donc ça me permet justement d'avoir cette visibilité-là sur les coûts. D'accord? Rappelez-vous que la première étape vers l'optimisation, c'est la visibilité. Je ne peux pas optimiser si je ne sais pas, je n'ai pas de visibilité sur mes coûts. D'accord? Troisième stratégie. Est-ce qu'on a des questions à date ou pas? Non, on n'a pas de questions pour le moment. On fait, à la fin de chaque stratégie, je te poserai la question. Est-ce qu'on a des questions? Troisième stratégie, optimisation du code. Celle-là, chaque fois que je l'explique, je vois toujours des visages perplexes. Je dis, ouais, mais le code, en quoi ça a un rapport avec le cloud? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Exactement. En fait, la réponse que j'aime souvent donner, c'est que ton applicatif, tu l'écris avec du code, ok? Puis ce code-là est déployé sur des ressources en cloud. Puis ces ressources-là te coûtent de l'argent. Donc, en bout de ligne, ton code te coûte de l'argent, d'une certaine manière. OK? Puis là, c'est sûr que si tu optimises ton code, bah, tu peux livrer le même niveau de service, tu peux être conforme au même SLA avec des SKU qui sont plus faibles. D'accord? Ça va jusque-là? Ouais. OK. Maintenant, dans certains cas, on avait fait des analyses chez certains clients pour identifier des possibilités d'optimisation de code comme ça. Puis, je me rappelle d'un cas où le client disait, ouais, mais regarde, on passe pour l'exécution de ce traitement-là, on avait réussi à le réduire le traitement consommait 320 MB de RAM, ok? Puis avec l'optimisation, on l'avait réduit à 7 MB de RAM. Ok? D'un point de vue technique, c'est cool, j'ai économisé plus de 300 MB de RAM. Ok? Et d'un point de vue financier, un gestionnaire va te dire, moi, mais je m'en fous un peu de ton optimisation. Si je pars une VM ou un App Service ou peu importe quel service dans le cloud, j'ai au minimum 1 GB de RAM. Donc, ton optimisation là, m'en fous un peu. OK? Puis, jusqu'à un certain point, il n'a pas tort. D'accord? Sauf si ton traitement roule des milliers ou des millions de fois par mois. OK? Parce que dans ce cas-ci, on pouvait montrer qu'on économisait, je pense, quelque chose comme 20, c'était combien? C'était 12 ou 13 centimes par exécution. 13 centimes par exécution, je m'en fous un peu. OK? Mais imagine que ton traitement roule 1 million de fois ou 10 millions de fois par mois. 13 centimes fois 10 millions. Ah ouais, ça je ne cracherai pas dessus. Là. Donc, l'idée là-dedans, c'est, oui, l'optimisation en soi peut paraître minime, mais c'est de savoir est-ce qu'elle en vaut la peine ou pas. D'accord? Donc, le nombre d'exécutions, et surtout quand on est dans un mode serverless, où on est vraiment facturé à l'exécution, ça peut avoir un impact non négligeable. Maintenant, cette optimisation-là, est-ce qu'à chaque fois que je identifie une opportunité d'optimisation, je devrais sauter dessus puis le faire? La réponse est non. Pourquoi? Parce que, paradoxalement, ça va me coûter de l'argent d'optimiser. Okay? Parce qu'optimiser, ça va bien souvent impliquer une refonte du code, une modification de certains composants applicatifs ou autres, pour justement aller chercher cette optimisation-là.
Puis, ce n'est pas juste le code. Si je touche au code, il va falloir que mes testeurs repassent sur l'application, s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux bugs, de tout le volet autour, de s'assurer que l'application est conforme avant de la remettre en prod. Ça va coûter aussi de l'argent. Donc, il y a un équilibre à trouver entre la réduction ou l'économie au niveau des coûts cloud versus ce que ça va me coûter pour l'optimiser. D'accord? Je pose une question. Imaginons que l'optimisation en soi me coûte 10 000 euros. C'est une enveloppe de 10 000 euros pour optimiser mon application, mais en investissant 10 000 euros, je vais économiser 3 000 euros par mois sur mes coûts cloud. Est-ce que je devrais le faire ou pas? La réponse est ça dépend. Exactement. Pourquoi ça dépend? Parce que si on fait une règle de 3 bien basique, 10 000 euros par mois, 10 000 euros d'investissement pour économiser 3 000 euros par mois. Donc, au bout de 4 mois, je suis rentré dans mes frais. D'accord? Au bout du 4e mois, je commence à avoir un retour sur cet investissement. D'accord? Mais si le système était dû pour un décommissionnement dans 3 mois, j'aurais dépensé 10 000 pour économiser 9 000, donc j'ai perdu 1 000. Ça ne vaut pas la peine. Ouais. OK? Donc, ici, j'ai pris un exemple qui est, je vous dirais, assez basique, et c'est plus pour être en mode illustratif, parce que si vous avez un système qui va être décommissionné dans 3 mois, vous le savez. Okay? Mais souvent, les entreprises, quand je leur pose cette question-là, disent « OK, ce système-là qu'on veut optimiser, sa durée de vie est due jusqu'à quand? C'est-à-dire, il va être décommissionné quand? » Puis bien souvent, je ne le sais pas. Okay? Puis après des recherches, on se rend compte que ça va être au bout d'1 an, ou 2 ans, ou 5 ans. Donc, le fait de savoir cette information-là peut nous permettre justement de faire cette analyse de rentabilité. Est-ce que l'investissement que je m'apprête à faire pour optimiser l'application en vaut la chandelle ou pas? D'accord? Pas de questions? Pas de questions, on avance. Super. Stratégie numéro 4, c'est un peu la même que la stratégie numéro 3, mais là, on s'attarde plus à l'architecture de la solution plutôt qu'au code. Attention, quand je parle d'architecture de solution, de réarchitecturer la solution, je ne parle pas de passer du fameux monolithe au microservice. Okay? Ou ça peut être ça dans certains cas, mais ce n'est pas obligatoirement ça. Quand on parle d'architecture, je vous dirais, il y a 2 cas de figure qui sont les plus communément retrouvés. Premier cas de figure, c'est qu'on a migré une application qui était une vieille application qui a été conçue il y a 10, 15, 20 ans, puis on l'a migré dans le cloud, ça fonctionne, parfait. Mais si on veut aller chercher des optimisations, là, on se rend compte qu'on peut faire une refonte de cette architecture-là pour la rendre plus résiliente, plus performante et pouvoir séparer cette application-là sur différents services qui coûtent moins cher. Okay? Et donc, ça, c'est un premier cas de figure de réarchitecture. Deuxième cas de figure de réarchitecture, c'est vraiment au niveau des services cloud en tant que tel. Comme on le disait un peu plus tôt, le cloud est une cible en mouvement, donc il y a des services qui apparaissent des fois dans le décor. Puis, quand il y a des services qui apparaissent, on peut se poser cette question-là. Est-ce que ce nouveau service-là va me permettre d'optimiser mes coûts sur ma solution actuelle? Exemple, jusqu'à il y a peut-être 2 ou 3 ans, les fameux container apps n'existaient pas. D'accord? Il y a quelques années aussi, les static web apps du côté Azure n'existaient pas. Pourtant, c'est des services qui, d'un point de vue coût, sont très avantageux, très intéressants. D'accord? Donc là, ces services apparaissent. Est-ce que je devrais aller vers ces services-là? Okay? Puis là, c'est la même question qui revient. C'est l'équilibre. Combien ça va me coûter de réarchitecturer ma solution pour pouvoir les adapter aux requis de ces services-là? Okay? Puis,
l'horizon, la durée de vie utile du système doit toujours être prise en compte, okay, pour déterminer si oui ou non je devrais le faire. Ça va jusque-là? Ouais, exact, ça va. Parfait. Ah, stratégie numéro 5. Attention au coût de licence. C'est petit ici, je ne sais pas si on va pouvoir... Je peux le zoomer, je retrouve ma... OK. Vous voyez ici, c'est des SKU de VM, donc j'ai ces 3 SKU-là. OK. Regardez la différence. Ici, j'ai 4 CPU. Ici, j'ai 8 CPU. Ici, j'ai 16 CPU. Je regarde le coût mensuel. Elles ont toutes le même coût. Le même prix. OK. Puis, ce n'est pas une erreur de la calculatrice. C'est vraiment, elles ont toutes le même coût. Donc, laquelle je devrais choisir? Donc, là où il y a plus de specs. C'est ça, bah oui, clairement. Si je peux en avoir plus pour mon argent, j'y vais. Sauf que, ici encore, la réponse est ça dépend. Qu'est-ce que je veux faire avec ce système-là? C'est sûr que si mon objectif, c'est de déployer une application dessus ou de déployer un progiciel dessus, c'est cool de prendre celui qui a le plus de capacité pour le même prix. J'en ai plus pour mon argent, c'est sûr. Mais supposons que cette VM-là, je veux déployer SQL Server dessus. Je prends SQL Server comme exemple, ça aurait pu être Oracle aussi en passant. Hein. Ce que j'essaie de dire ici, là, c'est je prends une solution ou un applicatif où le modèle de licence est basé sur le nombre de CPU. Okay. Ah ouais, ça travaille de coût supplémentaire. Tu vois où est-ce que je m'en vais avec ça? Ouais, ça travaille de coût supplémentaire. Ça. Donc là, si on regarde la version avec 16 CPU, j'ai à peu près 900 dollars, 900 et quelques dollars pour le compute, mais pour la licence, ça me coûte 4300 dollars. Okay? Donc, j'ai une facture de quasiment 6000 dollars par mois à cause de la licence ici. Oui, je peux le baisser avec l'Azure Hybrid Benefit, mais ça ne tombera pas à zéro. D'accord? Maintenant, si je prends la version avec 4, je pense que c'était 4 CPU. Ouais, 4 CPU. OK? Donc, je suis toujours à 923, mais mon coût de licence, lui, il est à 1000 dollars. Donc, je me retrouve avec une facture de 2500 au lieu de presque 6000 par mois. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention au coût des licences. Puis là, c'est, entre guillemets, relativement facile parce que c'est un service que j'ai pris dans Azure, donc je le vois dans la calculatrice Azure. Mais des fois, si tu prends des licences Oracle ou d'autres licences qui sont facturées par CPU, mais qui ne sont pas inclus dans la calculatrice Azure, il faut que tu prennes la peine d'aller voir dans leur portail à eux, puis de faire cette analyse comparative, de savoir combien ça va te coûter au bout de la ligne. Stratégie numéro 6. Celle-là, elle devrait être, entre guillemets, connue de tous et de toutes, mais bizarrement, quand j'en parle, j'ai encore des clients qui sont surpris. Ils ne connaissaient pas ça. Les fameux abonnements DevTest. Okay? Ces abonnements DevTest, c'est quoi? C'est quand tu vas dans Azure, puis tu essaies de créer un nouvel abonnement, une nouvelle subscription, tu vas toujours te retrouver avec des abonnements de type DevTest. Donc ici, tu vois, par exemple, je suis en mode Pay as you go, mais pour les organisations là, qui sont plus sous entente contractuelle avec Microsoft, les fameux Enterprise Agreement, on va retrouver aussi Enterprise Agreement DevTest, par exemple. Pourquoi est-ce que ces types d'abonnements sont intéressants? Parce qu'en fait, ils vont nous donner jusqu'à 55% d'économie, sans rien faire. Juste parce que tu as créé ce type d'abonnement-là, puis tu as créé nos ressources dessus, tu peux aller chercher une économie jusqu'à 55% par rapport au tarif pay-as-you-go standard. Donc déjà là, tu as déjà un potentiel d'économie de 55%. Génial, tu n'as rien fait pour. En contrepartie,
ce que Microsoft te dit, bah, écoute, on n'a aucune garantie au niveau du SLA. Si la ressource ne fonctionne plus, ah, tu n'es pas supporté, tant pis pour toi. Okay? Donc, ce genre d'abonnement-là est idéal pour du dev test. Quand tu es dans un monde, dans un contexte plus de développement ou d'essai pour tes solutions, bah que telle ressource soit pas disponible 10 minutes par mois, bah, tu es prêt à vivre avec. Okay. Honnêtement, par expérience, j'ai jamais eu d'enjeu majeur avec ce genre d'abonnement-là. Au pire, tu vas te retrouver avec un type de ressource là, qui ne fonctionne pas pendant 1 heure, mais 1 heure par mois, tu es prêt à vivre avec aussi. OK? Ne pas faire de la prod avec, parce que ça, là, vraiment, s'il y a un pépin, Microsoft te le dit clairement, il n'y a pas de SLA, il n'y a aucun engagement de notre part. Donc, si tu mets un système en prod là-dessus, un système qui te rapporte de l'argent, et que parce que le système n'est pas disponible pendant 1 heure, puis tu as perdu 20 000 euros, tant pis pour toi. Stratégie numéro 7. Pas de questions, Padat? Pas de questions. C'est bon. Stratégie numéro 7. Contrôle des coûts via en anglais on appelle ça des guardrails, en français on appelle ça des garde-fous. En gros, c'est vraiment des balises, ok? Puis cette image-là est censée représenter une landing zone, pour ceux et celles qui connaissent, c'est quoi une landing zone. Si vous ne le connaissez pas, un petit spoiler, on fera une session avec Héritier prochainement, possiblement au mois d'août ou un peu plus tard dans l'année, pour vous expliquer c'est quoi les landing zones, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on les met en place, quand est-ce qu'on doit les utiliser, etc. D'accord? Mais pour ceux et celles qui connaissent c'est quoi une landing zone, ou du moins pour l'expliquer rapidement, c'est vraiment une structure de votre environnement cloud. Puis tous les fournisseurs de cloud ont ce concept-là en passant, hein, pas juste Azure. Donc c'est vraiment une structure de votre environnement cloud pour venir mettre des balises pour vous assurer d'une gouvernance puis d'une saine utilisation de votre environnement. Okay? Puis un des mécanismes pour ça, c'est les fameux Azure Policies qui viennent restreindre ou contraindre du moins ce que vos utilisateurs peuvent faire avec le cloud. Par exemple, je pourrais dire, tu ne peux pas déployer des ressources en dehors du Canada, exemple. Ou pour avoir des restrictions au niveau vraiment des SKU. Si tu crées une VM, tu ne peux pas utiliser des SKU qui coûtent plus que $100 par mois, par exemple, quelque chose du genre. Okay? Donc, le fait de venir mettre en place ces éléments-là, qui sont vraiment des éléments de gouvernance, ça aide aussi au contrôle des coûts. Pourquoi? Parce que ça évite que quelqu'un crée une ressource surdimensionnée et que ça coûte plus cher que prévu. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir avec ça, c'est que au fur et à mesure que l'adoption du cloud ou l'utilisation du cloud d'une entreprise évolue, ces balises-là, donc ces garde-fous vont devoir évoluer. D'accord? Puis si ça évolue, si on intègre ou on permet de nouveaux services, de nouveaux SKU ou autres, au niveau plus financier, il faut être conscient de ça. Il faut savoir que ça se peut qu'on ait des coûts supplémentaires. Okay. 8e stratégie, les Reserved Instance et les Saving Plans. Donc, je suis sûr que plusieurs d'entre vous savent c'est quoi les Reserved Instance Saving Plan. Là où je vois quand même une incompréhension par rapport à ça, c'est je me retrouve souvent face à des clients qui disent lequel des deux je devrais utiliser, puis la réponse est les deux sont complémentaires, c'est pas un versus l'autre, chacun est utilisé pour un besoin. Puis 2, c'est la compréhension par rapport à comment ils sont facturés. Okay? Donc, si on fait rapidement là-dessus, les Reserved Instance, c'est vraiment un engagement financier de dire je vais utiliser tel SKU de service dans telle région pour telle durée. D'accord?
Donc, le problème là-dedans, puis c'est souvent une famille si je prends des VM par exemple, c'est des familles de VM. Okay? Donc, si je décide de prendre par exemple une VM ou un SKU de VM qui est memory optimized, donc il y a plus de RAM que de CPU, puis qu'au bout d'un moment, je me rends compte que non, finalement, j'ai besoin de plus de CPU que de RAM, puis je veux changer de famille de CPU, malheureusement, je ne peux pas le faire. Okay? Je me suis engagé pendant 1 an ou 3 ans à payer cette machine-là. Je vais devoir la payer jusqu'à la fin du terme. Il n'y a pas moyen de briser cette entente-là. Okay? Maintenant, je peux jouer au sein de la même famille. Si je dis, j'avais pris une VM qui est memory optimized, mais avec, je sais pas moi, 32 GB de RAM, puis finalement, je veux changer pour 64 GB de RAM, il n'y a pas de souci, ça reste dans la même famille. Okay? Les saving plans, c'est différent. Il y a toujours un engagement sur une durée, donc 1 an, 3 ans, mais ce n'est pas un engagement sur un type de service et un SKU. C'est un engagement sur un investissement monétaire horaire. Donc, je dis, regarde, moi, je m'engage à payer 100 € par heure en frais Azure, mais ce 100 €-là, je vais l'utiliser comme je veux sur différents services. Ce qui est cool là-dedans, c'est que ça va me donner des rabais sur différents services qui peuvent aller, je pense, jusqu'à 55 ou 60% du taux normal. Chaque service a son propre rabais, mais je m'engage à payer 100 €. Donc, je vais pouvoir jouer avec ce 100 € là. D'accord? Le hic là-dedans, c'est que si dans une heure donnée, j'ai consommé plus que mon investissement, donc plus que le 100 €, le montant supplémentaire va m'être facturé au tarif Pay as you go. Donc, je n'aurai pas le rabais. D'accord? Si par contre, je consomme moins, là, tant pis pour moi, il va falloir que je paye le 100 €. OK? Je ne peux pas dire, j'ai consommé moins, donnez-moi des crédits pour la prochaine heure. Ça ne fonctionne pas. Okay? Donc là, il y a des stratégies pour justement déterminer le montant optimal à choisir pour les saving plans. Okay? Donc, si on résume les deux stratégies, les saving plans, c'est vraiment lorsqu'on a des charges de travail, donc des workloads qui ont un pattern d'utilisation variable. Okay? Ce n'est pas prévisible. Ça peut monter, ça peut descendre. Donc là, je m'optimise avec ça. Pourquoi? Parce que le fait que je peux réallouer cette enveloppe budgétaire à d'autres services, je peux compenser. Si j'ai un système qui consomme moins que prévu, ces crédits-là, je peux les utiliser pour booster un autre système, si vous voulez. Okay? Les reserved instances, c'est vraiment lorsque j'ai un workload, donc une charge de travail qui a un pattern d'utilisation qui est stable. L'exemple le plus basique là-dedans, c'est vos domaines contrôleurs pour Active Directory. Quand vous mettez des VM dans le cloud qui sont des domaines contrôleurs, vous savez que ça va, c'est quoi le pattern d'utilisation. Okay? Vous savez combien d'utilisateurs se connectent, vous savez c'est quoi le dimensionnement que vous avez besoin, vous savez que vous allez souvent, très probablement les laisser up and running 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Donc, c'est facile à déterminer. D'accord? 9e stratégie, chargeback versus showback. Ça, c'est vraiment une stratégie plus au niveau financier. Donc, le chargeback, c'est quoi? C'est, comme on le voit à gauche, le facteur là, qui redistribue les enveloppes. Donc là, on est vraiment en mode, on refacture les lignes d'affaires. D'accord? Donc, l'équipe finance reçoit la facture Azure à la fin du mois. Puis là, avec les tags et tout, ils sont capables de dire, OK, le département A a dépensé tant, le département B a dépensé tant, etc. Donc, on refacture. OK? Le showback, c'est différent. On ne refacture pas, mais on montre à tout le monde, généralement à tout le monde, combien chaque département a consommé. Okay? L'objectif là-dedans, c'est de créer une sorte de saine compétition entre les équipes pour dire, OK, qui va optimiser le plus
pour le prochain mois ou le prochain trimestre. Okay? Donc là, ça motive des équipes à aller faire ces optimisations-là. Pourquoi est-ce que le chargeback est souvent intéressant et crée cette compétition-là? Parce que le chargeback, le fait qu'on refacture, des fois, il y a des lignes d'affaires qui ont des budgets plus élevés ou plus confortables que d'autres départements et qui sont peut-être moins tentés de faire l'effort d'optimiser leurs coûts. Ça va? Oui, ça va. Dernière stratégie, tirer profit de l'infrastructure as code. Donc, scripter nos environnements. Ça paraît bizarre de dire ça, mais le fait d'utiliser de l'infra as code avec Terraform, Ansible, Bicep, peu importe, hein, va vous aider à optimiser vos coûts. Pourquoi? J'ai rencontré plusieurs clients qui se retrouvent avec des environnements, ce qu'on appelle les fameux environnements éphémères, donc tout ce qui n'est pas de la production. Ces environnements-là restent déployés, restent up and running toute l'année alors qu'ils ne sont pas utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de supprimer ces environnements-là, puis de ne pas être capable de les recréer à l'identique lorsqu'ils en auront besoin. C'est la principale raison pourquoi ils gardent ces environnements. Ils disent, ouais, je sais, cet environnement me coûte 2 000 € par mois, mais j'ai peur que si je le supprime, je ne suis pas capable de le remonter à l'identique. Okay. Et c'est là que l'infrastructure as code entre en ligne de compte, c'est que si je scripte ces environnements-là, ben je suis confiant que si je supprime l'environnement puis que je relance mon script, je vais le recréer à l'identique. Donc, je viens d'économiser 2 000 € par mois. Okay. Puis, entre nous, là, pour certaines organisations qui sont plus grosses, là, on est bien au-delà de 2 000 € par mois. Okay. Mais soit, même 2 000 € par mois, c'est quand même un bon budget. Okay. Si on a un environnement de test de charge, par exemple, qui est utilisé 1 mois par année, ben, ça me coûte quoi? 24 000 par année si je le laisse allumer toute l'année. Ben là, si j'utilise l'infra as code, ben, je peux le créer juste pour le mois d'utilisation et le détruire après. Ça m'aura coûté 2 000, j'aurais économisé 22 000. 22 000 €, c'est pas négligeable dans un budget d'organisation. Okay. Ça fait un beau budget pour un party de Noël. Effectivement, effectivement. Donc voilà, c'était pas mal ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, que vous avez trouvé ça intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte. Oui, il y avait une question qui est tombée en retard. Donc, c'est une question sur la stratégie 6. Je ne sais pas si tu pourras juste venir dessus rapidement. Bien sûr. Ouais. Exact. Donc, la question est toujours de Paulin. Même différence d'espace dans le cloud, mais le coût semblable, ça donne un peu d'ambigu, à savoir où la rentabiliser. La notion de budgétisation n'a pas été clairement expliquée à ce niveau-là. Ok, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais bon, je vais essayer de réexpliquer cet élément-là. En gros, même si on est dans un même environnement Azure, vous savez que quand on est dans un environnement, souvent quand on a une organisation qui est plus ou moins grosse, on ne va pas avoir une seule subscription, on va en avoir plusieurs, d'accord? Puis ça aussi, on le verra ultimement dans la session sur les landing zones, comment est-ce qu'on structure ces éléments-là. Mais dans dans les structures plus de développement, le fait de créer une subscription de type dev test, ça va nous permettre d'économiser des coûts. Ceci dit, ce n'est pas tous les services qui sont éligibles. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à 55% d'économie. Ce n'est pas tous les services qui donnent des économies, ce n'est pas tous les services qui donnent 55% d'économie. Mais on peut aller chercher jusqu'à 55% d'économie. D'accord? Donc, d'un point de vue budgétisation, ça nous permet justement de dire, OK, pour l'environnement de dev, le budget est de temps. Effectivement. Donc, je pense que la plupart, aujourd'hui, en fait, si on le compare ce modèle avec
avec des entreprises qui ont des data centers on-prime. Donc, dans de grosses boîtes, tu as l'environnement de production et puis tu as l'environnement de test, qui est aussi un coût supplémentaire du point de vue. Généralement, on prend de vieux serveurs qui sont au début ou qui ont été changés lors d'une refonte. On le récupère, on alloue dans cet environnement-là de dev test pour commencer à faire des tests dessus. Donc, je pense que c'est dans le même optique que Azure est parti parce que on va devoir tester des solutions avant de pouvoir le mettre en prod. Ça a un coût. Et comme c'est un environnement de test, Microsoft n'était garanti pas un SLA sur la disponibilité de ressources parce que c'est un environnement de test. Donc, il n'y a pas de contrainte sur la disponibilité ou sur les SLA sur chaque service. Exactement. Mais comme je vous ai dit, pour l'avoir utilisé, j'ai rarement eu des expériences, on va dire, négatives où il y a des ressources qui n'étaient pas disponibles ou qui étaient plus lentes qu'à la normale. Donc, je pense que Paulin, on a répondu à ta question. J'espère qu'on a répondu à ta question. Effectivement. Sinon, Paulin, tu m'écriras sur LinkedIn, puis on continuera cette discussion si tu le souhaites. Avec plaisir, donc pas de souci. Donc, Paulin, n'hésite pas. Il est là, disponible, il va répondre à toutes les questions. Donc, merci beaucoup, Tidjani, pour cette belle présentation. Donc, j'espère qu'on va devoir vous retrouver prochainement, comme spoilé tout à l'heure. On aura beaucoup de personnes qui vont nous suivre, qui vont sur cette partie, cette prochaine belle présentation qui sera programmée. Et désolé, on a pris 10 minutes ou 11 minutes de plus de votre temps. Et j'espère bien qu'on a rentabilisé. C'est ça. Avec beaucoup de connaissances. Et ce n'est pas du 10 minutes de retard ou du 11 minutes de prix de trop. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Donc,